La sécurité des Français se joue en Ukraine. La Russie est l'adversaire. Jeudi dernier, Emmanuel Macron a donné une interview à TF1 et à France 2 et a haussé le ton face à Vladimir Poutine dans un contexte de risque d'effondrement du front ukrainien. C'est une aide qui consiste simplement à dire « nous, la France, on est du côté d'un peuple qui est agressé, qui subit une attaque impérialiste, coloniale, de la part de la Russie, de Vladimir Poutine. C'est une aide qui consiste à dire « les Ukrainiens demandent notre aide ». On se tient du côté des Ukrainiens par internationalisme, parce que c'est un peuple agressé et parce qu'ils en ont besoin pour ne pas faire la guerre, pour se défendre face à quelqu'un qui leur fait la guerre. La France ne peut rien faire toute seule en Ukraine. Or, les fameux alliés, les États-Unis au-delà de l'Atlantique, la Grande-Bretagne au-delà de la Manche, mais les 26 autres membres de l'Union européenne sont très loin d'être sur cette position. À part, et Macron l'a rappelé, les États baltes, la Pologne et la Tchéquie, on n'a pas entendu beaucoup de membres de l'Union européenne approuver cette idée. Oui, dans ce texte, on va aider l'Ukraine à pouvoir rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. C'est aussi un signe d'un alignement dans le but de dire on va faire en sorte que l'Ukraine rentre dans un bloc qui est un bloc constitué en confrontation avec la Russie depuis la chute de l'Union soviétique et le fait qu'il n'y a eu aucune possibilité de fixer les frontières claires et qui ont donc permis à Vladimir Poutine de manipuler des irrédentismes locaux pour pouvoir à chaque fois attaquer les pays. Ça s'est fait en Moldavie, en Géorgie, etc. Et donc du coup, si on continue de faire en sorte d'ajouter à l'idée de dire qu'on va coaliser entre blocs l'Ukraine avec l'Europe, alors qu'en vérité, encore une fois, dans ce plan, il n'y a pas vraiment d'aide, parce que quand on dit aide, par exemple, une grande majorité des aides sont des prêts à intérêt. L'Europe s'affirme de plus en plus, clairement, parce que je pense qu'elle l'est de toute façon dès le départ, comme un projet nationaliste en effet, et il n'est pas très difficile pour l'extrême droite en réalité de se l'approprier dans une logique, comme tu disais très bien, de choc des civilisations. Nous sommes une seule et même civilisation, héritière de l'Occident médiéval chrétien, l'Europe de l'Ouest. Ce qui guide aussi l'action de Raphaël Glucksmann, c'est son européisme. Il souhaite par exemple à tout prix l'élargissement de l'Union européenne, sans prendre en compte ses impacts sociaux. Si vous votez pour nous, nous soutiendrons l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Si vous êtes farouchement hostile à cette adhésion, je vous propose de voter pour la liste du RN. La messe est dite. Le débat est clos. Les délocalisations, les milliers d'emplois détruits en France à cause des élargissements successifs. Ça ne parle pas à Raphaël Glucksmann. Et si vous osez l'évoquer, vous faites le jeu du Rassemblement national. Rappelons qu'en Ukraine, tous les partis de gauche sont interdits, mais cela aussi, Glucksmann s'en fout. Le PS est l'héritier d'une tradition colonialiste de gauche. Le PS est responsable de la guerre d'Algérie. Quand Le Pen torture en 1957, c'est la SFIO qui est au pouvoir. L'Algérie, c'est la France. C'est une phrase de M. François Mitterrand, ministre de ce gouvernement. Mais tu es en train d'expliquer que Vincent Mitterrand est Duclerc a encore sioniste. montré qu'au Rwanda, au début des années 90, Mitterrand a essayé d'introduire les méthodes de l'armée française en Algérie à la fin des années 50. Donc oui, il y a une tradition colonialiste et de soutien à l'Israël qui est chevillée au corps, historiquement, de la gauche de gouvernement française, du PS. Pendant les Gilets jaunes, les réformes des retraites, bref, tous les grands moments de mobilisation sociale, on l'a très peu entendu. Il est ainsi loin d'être surprenant que le PS se rallie une fois de plus à lui. Rappelons que ce parti est dirigé par Olivier Faure, ancien dirigeant d'entreprise, qui ne faisait pas partie des frondeurs du PS sous Hollande et avait défendu la loi travail. Pour résumer, Glucksmann est adoubé par tous les gens qui se prétendent de gauche sans l'être. Cela va jusqu'à l'infâme Daniel Cohn-Bendit. La classe dominante a besoin régulièrement de recycler la social-démocratie, de mettre en avant des personnages inoffensifs pour elle et qui continueront à défendre ses intérêts. Dans plus d'une dizaine de collèges de l'Est et du Nord parisien, des parents d'élèves protestent contre la fermeture des classes et contre la réforme du gouvernement appelée choc des savoirs, qui trierait les élèves par groupe de niveau en français et en maths. En fait, cette réforme-là, elle est calquée sur le modèle de la société actuelle. Donc les plus faibles, on les met d'un côté, et les plus forts vont réussir. Et puis les plus faibles, finalement, on verra bien, mais pour eux, ce sera l'impasse. On est content d'avoir
avoir la parole parce qu'on ne nous interroge jamais en tant que professionnels de l'éducation sur comment faire pour que les élèves français progressent et réatteignent des niveaux corrects, par exemple dans les classements internationaux. Si on nous interroge, nous on veut juste des classements chargés, davantage de moyens et surtout en effet moins d'élèves par classe de manière à les faire progresser et en gardant vraiment cette mixité de niveau, cette mixité aussi sociale qui est en fait le creuset de l'école française. Ne pas investir, ça, l'argument très cynique, très économique, c'est que ça coûtera encore plus cher après. Appauvrir les gens, c'est les soins, c'est la pauvreté. Ça, au final, économiquement, ça coûte très cher. Tu viens de l'expliquer. Donc après, c'est que l'argument très économique, parce qu'on peut aussi prendre l'argument humain, mais ça, c'est plus compliqué, j'ai l'impression, à défendre. Non, mais d'accord. Et là, je rebondis sur ce qu'elle dit, ce qui est très intéressant. C'est exactement ça. La mauvaise économie, c'est ça. C'est les petites économies. Et on arrive à un point où n'importe quel choc, et on l'a vu pendant le Covid, amène des plus grosses dépenses. Et on peut toujours se poser la question de se dire, mais pourquoi on ne l'a pas prévu ? Et pourquoi on n'a pas fait les dépenses avant ? C'est ça de la prédire. Voilà. Et en fait, là, ils font de la très mauvaise économie. C'est-à-dire de la petite coupe à droite à gauche qui va faire toujours du mal. Et puis, à un moment, dans 3-4 ans, les services publics qui ont été touchés, qui sont déjà à l'os, vont avoir des gros problèmes, ça va péter. Et là, on n'avait pas vu, c'est pas nous, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, et on va remettre de l'argent. C'est quand même assez révélateur de quelqu'un qui a une vraie entreprise idéologique. Je veux dire, il faut être une entreprise idéologique et une emprise idéologique avec un vrai projet. Et son projet, c'est quoi ? C'est avec CNews, C8 et TPMP, le JDD récemment, puisque ça a été racheté, Europe 1 et bientôt Fayard, puisque le Fayard change apparemment de patronne et ce sera quelqu'un qui est proche de Bolloré et très très à droite, et bien de créer une sorte d'empire d'extrême droite qui serait chargé de véhiculer les idées les plus réactionnaires et les plus nationalistes dans ce pays. Et le fait est que c'est en train de marcher. En 2021, il y a eu un très 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 grand nombre de personnes d'extrême droite qui sont intervenues sur son plateau. Et pour se défendre, il m'a sorti les chiffres de 2022. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours... un peu comme ça, quoi. On pirouette, cacahuète et Calimero surtout, parce que c'est jamais de leur faute. On avait l'impression chez lui, la façon dont il était effectivement très décontracté dans la façon de répondre aux choses. Et il faut dire qu'effectivement, le président de la commission, Quentin Bataillon, portait plus que mal son nom, parce qu'il y avait une ambiance massage des pieds dans cette commission qui était... heureusement, il y avait l'opposition, et notamment le rapporteur Aurélien Saint-Toul, qui est un élu de la France Insoumise. Mais enfin, c'était quand même fou à quel point il n'y avait pas de répondant. C'est une mise en garde, en fait, qu'a adressé l'ARCOM. On a l'impression qu'au bout de la 27e mise en garde, il y aura peut-être un blâme, et au bout de 48 blâmes, il y aura peut-être un avertissement. Comme dirait Coluche. Et voilà, les sanctions de l'ARCOM sont très timorées, sont très faibles, n'empêchent en rien CNews de continuer à produire les mêmes opinions et les mêmes provocations à longueur d'antenne. Voilà, ça ne met pas en péril apparemment l'équilibre économique de la chaîne, qui de toute façon n'a pas vraiment d'équilibre économique, donc peu importe. Ce qui est embêtant, c'est que dans sa panoplie de sanctions, l'ARCOM a des sanctions beaucoup plus dures. Ça peut aller jusqu'à la suspension de l'antenne pendant quelques jours, jusqu'à le retrait de la fréquence.